Bonjour, merci à tous et à toutes d'être présents pour cette table ronde. Donc, je rappelle un peu, mais vous le voyez, c'est l'Empire et non pas l'enfer des 10 000 planètes. Petite allusion, je pense, à un film de science-fiction, j'imagine. Voilà, exactement, Valérian, puisque ça a été adapté au cinéma, c'est là que j'ai vu ça. Bon, Valérian, c'est tout un sujet sur lequel on pourra peut-être dans la discussion revenir, y compris avec son côté à la fois très moderne toujours, et puis aussi ce côté dans les rapports entre les deux personnages, masculin et féminin, c'est daté. Et ça, c'est fascinant d'observer. C'est un peu comme dans Star Wars, quand vous voyez toutes ces personnes, ou plutôt dans 2001 Odyssée de l'espace, vous voyez tous ces personnages, et les seules femmes, sauf une copilote sur laquelle on passe rapidement, les seules femmes, elles amènent le café à ces messieurs. On va voir si c'est pareil dans les ouvrages cités ou rédigés par nos auteurs et autrices, que je remercie d'être présents à cette 4e édition du Festival Hypermonde, un festival qui croît d'année en année tout en restant tout aussi sympa que sa première édition. Et pour ça, on en remercie la présidente Natacha Vazder et toute l'équipe qui fait un travail absolument formidable et que je voulais saluer au nom des auteurs et je pense aussi au nom du public qui est déjà passionné par ce festival. Donc, l'Empire des 10 000 planètes, on va commencer peut-être par un petit rappel biographique de nos 3 intervenants. On va donc commencer par tout simplement Alex Alice, par ordre alphabétique, hein, pas d'autre hiérarchie ici. Né en 1974, il est donc encore très jeune. Alex Alice est l'un des auteurs de bande dessinée les plus doués de sa génération. Il connaît un succès immédiat au tournant des années 2000 avec une série devenue mythique, Le Troisième Testament. Son ambition projet Siegfried, inspiré de l'opéra de Wagner, lui vaut le Spectrum Gold Award, référence mondiale de l'illustration fantastique. Après plus d'1 million d'albums vendus, traduits dans une vingtaine de langues, l'auteur n'existe pas à renouveler son style avec la nouvelle série Le Château des Étoiles, au succès immédiat, entièrement réalisé à l'aquarelle. Ces pages évoquent à la fois, on va y venir, les illustrations de Jules Verne et le souvenir enchanté de voyages de jeunesse dans les châteaux de Bavière. C'est paru aux éditions de Sèvres, oui, les éditions Rue de Sèvres, tout simplement. Ensuite, notre deuxième intervenant, Jean-Daniel Brech. Sa petite bio sur le site est un peu plus courte. Né à Bordeaux, est un traducteur français œuvrant notamment dans les littératures de l'imaginaire. Alors, on va quand même ajouter quelques petites choses. Jean-Daniel Brech est aussi l'un des cofondateurs de la revue de science-fiction Galaxy, qui a publié à peu près tout ce qui comptait dans les auteurs européens, français, mais aussi britanniques. Et Jean-Daniel, avec l'aide de Pierre Carré, aujourd'hui disparu, Jean-Daniel nous apportait ces bonnes lectures britanniques, australiennes, américaines, et nous recommandait des textes qui ensuite se retrouvaient dans la revue. Ça a été donc un pilier de cette revue qui a compté dans les années 90 et 2000 et qui aujourd'hui se poursuit avec une autre incarnation. Et puis, vous êtes aussi un fin connaisseur de la science-fiction et de la fantasy, et c'est aussi à ce titre, à la fois traducteur et fin connaisseur de ces littératures, que nous vous interrogerons, Jean-Daniel. Floriane Soulas, enfant des années 90. Floriane Soulas a fait une entrée remarquée dans les littératures de l'imaginaire avec un premier roman, Rouille, Scrinéo en 2018, Pocket en 2019, couronné par, excusez du peu, le prix Actu SF de l'Uchronie, le prix Imaginal des lycéens et le prix Chrysalis European Society of Science Fiction. Vous apprécierez la qualité de mon anglais. Après, mais je le lis, c'est le principal, après des études en école d'ingénieur, elle obtient un doctorat en génie mécanique et travaille aujourd'hui, si c'est toujours le cas, dans une start-up. Non, j'ai plus maintenant. Airbus. Eh ben voilà. C'était, en tout cas, c'était. Revenu sur les lieux de ma thèse. Eh ben parfait. Dans une entreprise, donc elle a toujours un premier métier, son second métier, sa seconde passion, puisque je crois qu'elle est aussi passionnée par les sciences que par la littérature, c'est évidemment les livres qu'elle continue à écrire. Pour aller vite, après Rouille, elle a emmené ses lecteurs dans un Japon médiéval de fantaisie avec Les Noces de la Renarde, un roman qui parle de différence en suivant une lycéenne capable de voir les fantômes et les esprits, toujours chez Scrinéo. Elle a aussi eu un prix, si je m'en souviens bien, et son 4e roman, un récit post-apo pas totalement désespéré, est sorti aux éditions Argile en 2023. Le 3e,
petit retour en arrière. Les Oubliés de Lama, paru en 2021 aux éditions Scrinéo, réédité en 2023 aux éditions Pocket, lui a valu en 2022 le très convoité prix Utopial, évidemment, même si on encourage les participants à cette table ronde à lire vos autres ouvrages, on parlera de ce roman que je connais bien puisqu'il est paru dans une collection que j'anime, ceci pour faire le débriefing un peu comme on met à la fin de Mediapart la boîte noire. Vous saurez tout. Voilà la présentation de nos 3 intervenants et on va donc commencer par une première question qui va s'adresser à Jean-Daniel Brech, qui ne pourra donc pas commencer sa sieste. Jean-Daniel, si on pense aux auteurs de science-fiction et aux planètes, on pense évidemment à Herbert avec Dune, Arrakis. On pense aussi à Dan Simmons avec sa planète. Pourrait-être dire un mot, puisque vous avez été pendant quelques années, entre autres, sur cette grande... comment on dit ça, 4 exemples, c'est un tétralogie, c'est ça? Une tétralogie donc de science-fiction qui a beaucoup marqué, vous nous en direz un mot, et aussi sur quelle planète, la planète des pèlerins, ça se déroule. Commencez par ça peut-être, Jean-Daniel. Dan Simmons, un des exemples de science-fiction, de planète opéra. Ça commence bien. Est-ce que vous m'entendez? Alors malheureusement, tu t'es totalement planté. Parce que Hyperion, je l'ai lu, je l'ai apprécié à l'époque, mais c'est pas moi qui l'ai traduit. Non. C'est fou ça. Les 3 premiers volumes ont été traduits par Guy Abadia. Exact. Qui, d'après ce qu'on m'a dit, s'est fâché avec Lafon et Gérard Klein. Et le 4e a été traduit par Monique Le Bailly. Et par contre, le 4e, je fais une apparition sous le déguisement d'un évêque qui est vite trucidé hors champ. Bon, cela dit, il est vrai que Hyperion, c'est un monument de la science-fiction. C'est une histoire extraordinairement complexe, d'autant plus complexe que les 2 premiers volumes progressent de façon inexorable vers une conclusion, et quand on entame le 3e pour arriver au 4e, tout est foutu en l'air. C'est-à-dire que ça contredit tout ce qui s'est passé précédemment. Il y a pas longtemps, il y a très longtemps, on avait fait un numéro spécial de Galaxy sur Dan Simmons avec un remarquable article de Dominique Warfa, qui a repris cet article et l'a étendu pour un dossier Dan Simmons paru dans Bifrost il y a 2 ou 3 ans. Donc Hyperion, je l'ai apprécié comme lecteur, mais je suis, à part le petit coucou que je fais en déguisé en archevêque, je ne sais plus pourquoi, je suis désolé, j'y suis pour rien. Vous serez pardonné ça néanmoins, bien, Jean-Daniel. Vous serez pardonné. Les autres auteurs que vous avez traduits ou lus, vous nous préciserez, les auteurs américains en particulier, mais aussi plus généralement anglo-saxons, quels sont les grands auteurs de science-fiction dont vous avez soit traduit, soit lu les ouvrages et dont les univers planétaires vous ont particulièrement fasciné? Le grand maître en la matière, mais ça c'est abordé en détail dans le dernier ouvrage de Roland Lehoucq, c'est Hal Clement, avec la planète Mescline qui sert de cadre à un roman qui s'appelait, dans ses dernières éditions, Mission Gravité. C'est une planète très très excentrique qui n'est pas en forme de sphère, mais qui est tellement lourde qu'elle est en forme de sorte de ballon de rugby. Enfin, pas exactement, puisqu'elle est totalement symétrique. Pourquoi? Parce qu'elle est très très lourde, elle tourne très très vite sur elle-même, et du coup, elle se déforme sous l'effet des forces gravitationnelles. Avec la conséquence que la pesanteur, la force de l'attraction planétaire est totalement différente au pôle, où je crois que d'après Hal Clement, elle est de 3G, c'est-à-dire 3 fois la pesanteur terrestre, et à l'équateur où ça atteint des dizaines, voire des centaines de G. Et c'est une planète qui est habitée. Il y a des extraterrestres qui ressemblent à des sortes de chenilles bien caparaçonnées pour résister quand les roches leur tombent sur la tête. Et il y a une expédition terrienne qui s'est installée dans un satellite pour étudier tout ça, qui a pris contact avec les indigènes, et puis pas de peau. Ils ont perdu un satellite qui devait prendre des mesures très importantes, qui s'est écrasé quelque part sur la planète. Eux, ils ne peuvent pas le récupérer, mais les habitants de la planète peuvent peut-être. Donc c'est le récit de cette aventure, de cette exploration par l'équivalent d'un marin marchand dans cet environnement totalement étranger, qui est bien prêt à rendre service aux terriens, mais en échange de petits arrangements, des petits échanges, etc. Bon, c'est très aride par certains aspects, mais le monde est absolument fascinant. Et Hal Clement, à la demande du rédacteur en chef qui avait publié le roman en feuilleton, John W. Campbell d'Astounding, il a écrit un article pour expliquer comment il avait construit la planète, les équations qu'il avait utilisées, les méthodes, les recherches qu'il avait faites. Et
C'est cet article que Roland Le Houcq a traduit et abondamment annoté dans son dernier ouvrage, parce que c'est un exemple fascinant, mais totalement daté, parce qu'évidemment la science a fait des progrès, et puis Al Clément, comme il disait, je ne suis pas doué en mathématiques, c'est ça qui m'a empêché de devenir physicien, il est devenu prof de physique-chimie. Bon, c'était un prof remarquable, paraît-il. Et donc, on voit, c'est quelque chose de très important sur le long terme, quand on considère beaucoup de thèmes de science-fiction, notamment la planétologie, comment construire une planète, qu'à chaque instant, l'auteur de science-fiction sérieux, qui veut ne pas dire de bêtises, il doit se fier à la science du moment. Et puis, 10 ans après, on fait une découverte, et paf, tout est fichu en l'air. Par exemple, j'ai édité, en révisant la traduction, une remarquable nouvelle de Poul Anderson, qui s'appelle Jupiter et les centaures, en français, qui a été écrite à la fin des années 50. Et l'auteur imagine que les humains peuvent se déplacer dans le système solaire. Donc, il y a une mission qui s'établit sur un satellite de Jupiter, un satellite naturel, pour étudier la planète à distance. Et à distance, avec les appareils de visée, etc., on trouve des renseignements. Mais ça serait bien si on pouvait envoyer quelqu'un là-bas. Et ils ont une idée géniale. Alors là, ça tient vraiment de la science-fiction, parce que même à l'époque, ce n'était pas envisageable. Ils fabriquent un être artificiel qui est en forme de centaure, pour résister à la forte pesanteur qui est à la surface de Jupiter. Et il le parachute sur Terre, donc c'est un être totalement inanimé, quoi. Je veux dire, il n'a pas d'esprit, il n'a rien. Et par liaison télépathique, il y a un membre du personnel, un ingénieur paralytique, qui se projette sur Jupiter pour faire agir le centaure, et qui finalement se rend compte que sa existence sur Jupiter, où il est libre de ses mouvements, est tellement plus agréable que dans son fauteuil roulant, qu'il finit par sauter le pont et il se retrouve, on trouve le cadavre de l'homme mort et le centaure qui continue à galoper. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Ça a rappelé quelque chose à pas mal de gens, d'autant que des années après, à la fin des années 70, Poul Anderson a repris le même argument, mais en l'inversant, c'est-à-dire que là, c'était un extraterrestre, une entité extraterrestre au pouvoir très flou, mais très, très, très étendu, qui s'incarnait dans un être humain, qui était créé pour la cause, et qui apprenait à connaître les humains, etc. C'est un bouquin qui s'appelait The Avatar. Voilà. La transition est toute trouvée, puisqu'on parle de Jupiter, et Florian Soulas a consacré son premier space opéra, justement, en particulier, il n'y a pas que ça, mais la planète Jupiter. Lorsqu'elle m'a proposé un synopsis et qu'elle m'a raconté l'histoire, je me suis demandé, mais Florian Soulas, pourquoi vous choisissez la planète Jupiter? Parce que c'est la plus belle, c'est la meilleure, c'est la plus grosse, c'est la plus grande. Et je pense que c'est une planète qui a toujours fasciné, parce que c'est marrant, on parlait de Dan Simmons, et moi, j'ai pas un grand amour pour Hyperion. En fait, je préfère tous ces autres bons. Et notamment, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu Ilium, qui est en fait un roman de... Alors c'est un peu bizarre, c'est un roman de science-fiction où on suit plein de personnages, et à la fois on est sur Mars, et à la fois on suit des créatures qui viennent de Jupiter. Et en fait Jupiter est toujours un peu là, et donc ces créatures se rendent compte qu'il y a un défaut d'énergie quantique dans le système solaire. Il se passe quelque chose qui n'est pas normal, l'énergie quantique est en train d'exploser, et ça met en péril tout le système solaire, donc ils décident d'aller enquêter. Et en fait, sur Terre, ils se rendent compte que les dieux grecs se sont incarnés et sont en train de rejouer la guerre de Troie. Et donc, il y a cette rencontre entre les créatures, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est au début, qui viennent de Jupiter, et les êtres humains modifiés qui vivent sur Terre et sur Mars. Et je me suis dit, c'est marrant, Jupiter, on la retrouve partout en SF. C'est vraiment, je sais pas, c'est une planète qui est fascinante. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais hier, Laurent Genefort avait une chemise Jupiter, qui était très belle. Ces créatures, ils les appellent des morts avec. Les morts avec. Ouais. Ce sont des robots, des intelligences artificielles incarnées. À moitié organiques. Voilà. Et qui adorent discuter de Shakespeare. Et ouais. Alors, ou de Proust. Ou de Proust. Alors, je présume que celui-là, c'est moi qui l'ai traduit. Ah. Ça, c'est le bon. Tu vois comme quoi, hein, il y en a là-dedans. Je savais bien qu'il avait traduit du Dan Simmons. C'est un roman fantastique aussi, je crois, si je me rappelle bien. Absolument. La planète, c'est la plus belle. C'est la plus belle, je sais pas, moi je la trouve incroyable. Il y a plein de théories assez intéressantes autour du système solaire. Je pense à la théorie de la 9e planète, comme quoi en fait il y aurait un problème de masse dans le système solaire qui ne pourrait s'expliquer que par la présence d'une 9e planète
très très loin dans l'orbite. Et voilà, je trouve que c'est fascinant, notamment parce que Jupiter est tellement grosse que dans le système solaire, le Soleil, c'est 99, alors je schématise, mais 98% de la masse. Le reste, c'est les planètes. Et dans ces 0,2%, 0,19, c'est Jupiter. Donc en fait, elle est démesurée dans tout. Et puis elle est très belle, et puis il y a toutes ces tempêtes, cet œil rouge qui nous regarde. Je trouve que vraiment c'est une planète qui est fascinante. Elle est tellement démesurée, on a vraiment l'impression que c'est comme un être divin qui serait en colère avec toutes ces tempêtes. Je trouve que moi ça m'a toujours fasciné. Notamment aussi parce que tout le monde parle de Saturne et de ses anneaux, mais Jupiter a des anneaux, elle aussi, sauf qu'on ne les voit pas, mais ils sont là. Et du coup j'avais envie de vraiment redonner un peu ces lettres de noblesse à cette grande planète que vraiment je trouve assez fascinante. En plus elle fait vraiment la jonction entre le système intérieur et le système extérieur. Enfin bref, je la trouve assez incroyable. Et je me suis dit, voilà, j'avais envie d'aller là-bas. J'avais envie de faire du space opéra qui se passe dans le système solaire, où on n'a pas besoin forcément d'aller très très loin, parce que c'est déjà très loin, Jupiter, en fin de compte. Et avant d'aller plus loin, il faut apprendre, moi je dis toujours, il faut apprendre à marcher avant de courir. Et déjà, aller sur Jupiter, c'est pas mal. Et il y a tellement de choses à faire dans le système solaire, il y a tellement de lunes autour de Jupiter, il se passe tellement de choses, que c'était un bon cadre pour une histoire de SF un peu plus proche de nous que l'espace très lointain, parce que de toute façon, des histoires d'espace très lointain, Poul Anderson en a fait plein, enfin il y a déjà tellement de choses qui se sont faites, et il y a encore plein de choses à explorer dans le système solaire, et voilà, j'avais envie de rester dans le voisinage et de parler de Jupiter. Mais pour arriver sur Jupiter, avec toutes les difficultés et tous les dangers que cela comporte, Kat, le personnage principal, en tout cas un des personnages principaux, celui qui va un peu faire dans le roman le fil conducteur, elle va devoir s'embarquer sur un cargo pour atteindre déjà une autre destination. Tout petit extrait pour donner le climat. Kat fit demi-tour aussi vite que son équilibre précaire le lui permit. Elle chancela un instant, se retint au mur. Des gens la dévisagèrent, curieux ou intéressés. Kat attendit que le vertige passe avant de s'avancer dans le couloir étroit de la seconde classe. La section 17 était une zone dortoir. Installée dans un vieux vaisseau de tourisme, elle s'étendait sur 5 ponts. On y trouvait des chambres plus ou moins grandes, des dortoirs mixtes avec ou sans eau courante, avec ou sans sanitaire, selon que vous étiez en première, seconde ou classe des communs. Les quartiers d'équipage servaient aussi de logement, réservaient la petite pègre locale qui avait fait main basse sur la section et gérait les nombreux locataires. Kat se fraya un passage à travers les habitants des dortoirs. C'était une faute dense qui ne s'arrêtait jamais de vivre. Il y avait toujours quelqu'un d'éveillé. Voilà, on est à bord d'un vaisseau, on voit un peu, alors c'est pas tout à fait nul ne vous entend crier dans l'espace, parce que là il y a du monde, mais visiblement transporte aussi tous les dangers et tous les problèmes terriens. Mais moi je dis souvent que, en fait c'est intéressant en science-fiction, c'est parce qu'on n'a aucune difficulté à suspendre notre incrédulité en disant les vaisseaux spatiaux existent. Mais en fait, vivre dans un vaisseau spatial, et je trouve que quelqu'un qui l'a très bien fait, c'est Poul Anderson dans Tau Zéro, c'est hyper compliqué parce que, en fait, on est dans l'univers le plus hostile possible. C'est-à-dire tout veut nous tuer dans l'espace parce qu'il n'y a pas d'air, il n'y a rien, enfin vraiment, tout veut nous tuer. Et ce qui était intéressant dans Les Oubliés de Lama, c'était donc de construire Lama, qui est cette espèce de décharge qui flotte autour de Jupiter, et d'imaginer comment on peut vivre dans cet espace clos, et de faire vivre ces gens qui en fait fuient un peu le système normal parce qu'ils sont un peu hors la loi, parce qu'ils veulent se faire oublier, et qui viennent se réfugier là. Et comment on vit quand on vit dans un amas de vaisseaux où il faut recycler l'air, où il faut recycler l'eau, où il faut essayer en fait de vivre en communauté malgré tout. Et comment on fait notamment pour recréer le jour-nuit alors que dans l'espace, aussi loin de la Terre, donc très loin du Soleil, sur Jupiter, il n'y a pas vraiment de jour-nuit. Comment on recrée tout cet univers-là et comment on fait vivre les gens ensemble. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire dans Lama, et c'est vrai que c'était intéressant de se poser ces questions-là. Et je me rappelle que pendant mon écriture, je pensais souvent à Tau Zéro, parce qu'il explore énormément. Donc en fait, c'est l'histoire d'un vaisseau qui part essaimer et qui subit une avarie moteur, et qui du coup ne peut pas s'arrêter sur la planète où ils sont censés s'arrêter, et qui décide de continuer leur voyage jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen de réparer le vaisseau. Et en fait, plus ils avancent vite, en fait, leur vitesse augmente, plus le temps se dilate entre l'extérieur et l'intérieur du vaisseau, fait qu'ils ne vieillissent pas normalement, et s'organise une société dans cet environnement clos, où ils n'étaient pas censés rester très longtemps, sauf que là, ils savent qu'ils vont rester très longtemps, et du coup, les gens se disent, peut-être que maintenant, moi, j'ai envie de faire des enfants. Et comment on fait pour élever des enfants dans un univers clos, avec très peu d'espace, où il faut gérer les ressources, qu'elles soient la nourriture, mais aussi du coup l'espace de chaque personne. Et c'était très intéressant, cette lecture a été vraiment très marquante pour moi. Je précise au passage que je n'ai absolument pas
graisser la patte à Floriane pour qu'elle ne parle que de bouquins que j'ai traduits. J'avais bien aimé ce passage parce que c'est une problématique qu'on trouve rarement dans les bouquins écrits par des hommes. Ils ne se posent pas, y compris même ceux qui ont des enfants, ils se posent rarement. Je ne sais pas si Jean-Daniel peut me citer un cas auquel il penserait, justement, où ces problématiques, comment on vit avec des enfants dans l'espace, sont abordées par des auteurs mâles de science-fiction. Comme ça, au débeauté, il y a effectivement dans Taux Zéro, il y avait, alors c'est un exemple, je ne sais même pas si le bouquin a été traduit en français, mais c'est un des premiers romans pour la jeunesse de Robert Heinlein qui s'appelait Space Family Robinson. C'était la famille Robinson, à l'image des Robinson suisses, pas de Robinson Crusoe. Et bon, où il y avait les gamins qui faisaient des conneries, Rocket Ship Galileo aussi, c'était des gamins qui s'emparaient d'un astronef. Bon, aussi chez Heinlein, de mémoire, Révolte sur la Lune, où la Lune sert de bagne de tous les réprouvés d'une Terre devenue ultra conservatrice, et ils finissent par édifier leur propre société, très très inspirée par les principes anarchistes vus par Robert Heinlein. Et comme il y a une nette différence entre le nombre d'hommes et de femmes, il y a un régime de polyandrie qui est accepté par tous. C'est encore des histoires d'univers clos, où ça oblige à faire des adaptations. On s'éloigne pas très des planètes. Là, la Lune, c'est un satellite. Jean-Daniel vous le disait, il connaît tout. J'ai pas traduit Révolte sur la Lune. Non, je ne l'ai pas dit, justement. Ça va devenir le running gag des familles. Ça. Il faut. Alex Alice, vous vous exprimez plus par l'illustration, par la bande dessinée. Et dans votre ouvrage qu'on évoquait tout à l'heure, vous parlez, j'ai pris une cité, des premières sondes au premier Eternef. Tout de suite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, steampunk, rétrofuturisme, votre vision de l'espace, de la conquête de l'espace ou de la rencontre des planètes, vous la voyez dans un monde peut-être proche de l'univers du roman de Rouille, mais qui lui se déroule sur Terre. C'est aussi ce que Joan Elliott aborde avec sa série, sa trilogie sur la Lune. La Lune seule, la Lune le sait, puis les autres. Pourquoi vous avez eu cette idée de parler d'espace au travers d'un retour en arrière, en quelque sorte? Parce que je ne suis pas un auteur de science-fiction sérieux, comme disait Jean-Daniel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, je me d'ailleurs considère pas vraiment comme un auteur de science-fiction. J'explore, en fait j'ai toujours eu la fascination depuis ma lecture de la Terre à la Lune et autour de la Lune. J'ai donc découvert l'univers spatial du 19e siècle tel qu'on se le figurait à l'époque. Et c'est quelque chose sur lequel j'avais envie de revenir. Et puis je suis tombé en brocante sur les textes de Camille Flammarion, qui était le Roland Le Hook de la fin du 19e siècle, qui donc était un vulgarisateur scientifique et qui parlait du système solaire tel qu'on l'imaginait sérieusement à cette époque-là, avec des idées qui aujourd'hui nous paraissent sont complètement dépassées, nous paraissent un peu folles, voire un peu ridicules, mais que moi je trouvais extrêmement poétiques, comme l'idée qu'on n'est pas encore sûr à l'époque, et on essaye de s'accrocher à l'idée que sur la Lune on voit pas d'atmosphère, mais peut-être au fond des cratères. Et la face cachée, on ne sait pas. Donc, si ça se trouve, il y a des civilisations sur la face cachée. Il y a peut-être que l'air est sur la face cachée. Peut-être que la Lune est en forme d'œuf, déformée par la gravité, et qu'il y a plus de gravité de l'autre côté. Donc, l'atmosphère aurait pu être retenue. Évidemment, quand on regarde Mars, on croit voir des lignes rectilignes. C'est en fait un effet d'optique. Mais on commence à avoir des traits de surface et on se dit, il y a des lignes rectilignes. C'est donc... Quand on voit des lignes rectilignes, on se dit c'est sûrement des gens très bien comme nous qui font des canaux. Parce qu'on est à l'époque du canal de Suez. Une croyance qu'il y avait une atmosphère sur Mars. Oui, oui, parce qu'on se disait, mon Dieu, il y a des canaux, donc il y a des constructeurs de canaux, des gens, voilà, donc il y a des gens, et on voyait des pôles, et on se disait, il n'y a sûrement pas de mer, les canaux ont dû être faits pour amener l'eau des pôles et irriguer le reste de la planète, c'est sûrement des gens comme nous qui font des canaux. Et en fait, à l'origine, c'est une erreur de traduction. Parce que Schiaparelli, qui avait fait cette découverte, il parlait de canali, en italien, ça veut dire chenal. C'est-à-dire ça pouvait être des choses naturelles. Ça a été mal traduit et du coup, c'est devenu des canaux.
Et ça a fait fantasmer énormément de gens, quoi. Et des gens qui, je pense, avaient envie d'y croire, en Ah fait. bah bien sûr, et puis bon, quand on voit les résultats du point de vue littéraire, on ne peut que s'en féliciter. Hein. Oui, oui, parce qu'en fait, ça dure pas très très longtemps, cette méprise. Ça dure quoi, une trentaine d'années? Quelque chose comme ça, ouais, j'ai pas les chiffres en tête. Bon, Avec Percival Lowell, qui aux États-Unis construit un énorme observatoire pour confirmer l'existence des canaux et observer les martiens de plus près. Et puis il les trouve pas. Et Vénus, c'est encore plus beau. Carl Sagan le résumait comme ça. On regarde Vénus, on voit rien. Quand on voit rien, on se dit, comme on voit rien, on se dit il y a sûrement beaucoup de nuages, ce qui est vrai. On se dit il fait chaud, c'est vrai, mais la conclusion à l'époque, basée sur l'expérience des gens du 19e siècle, quand il fait chaud, il y a des nuages, ça pousse bien, il doit y avoir de la jungle. Et quand on pensait que la planète était plus jeune et que c'était le moment où on découvrait les dinosaures, on n'observe rien. Conclusion logique, mais vraiment, hein, conclusion logique, c'est sûrement une jungle infestée de dinosaures. et ça me rappelle une nouvelle qui est beaucoup plus récente, qui date des années 80, qui a été écrite à 6 mains par Garner Dozois, Jack Dann et Michael Swanwick, qui s'appelle les Dieux de Mars, qui a été publié dans des univers annuels dirigés par Pierre Carré, je crois. L'idée, c'est tout simple, c'est la première expédition habitée sur Mars. 4 astronautes, évidemment américains, qui se dirigent dans un super module qui est censé aller jusqu'à Mars, pouvoir revenir après avoir déposé des hommes, etc. Et lorsqu'ils arrivent en orbite, qui se préparent à envoyer les aréonautes de Ares, Mars, ça prépare à envoyer des aréonautes sur place, il y a une tempête de sable et le paysage change. C'est-à-dire que lorsque la tempête s'est calmée, ils ne voient plus la Mars désertique que leur montrait leur télescope, etc. Ils voient la Mars d'Edgar Rice Burroughs. Yeah. Ils voient les collines, les mésas que décrivait Burroughs, ils voient des créatures qui galopent dans le lointain, ils voient des canaux. Alors là, ça devient la panique à bord. Qu'est-ce qui se passe? On a une hallucination collective. Et il y a une grosse discussion. Et les trois aréonautes qui devaient débarquer débarquent. Et la nouvelle se conclut d'une façon terriblement ambiguë. C'est-à-dire il y a 2 scènes. Les 3 aréonautes qui sont sur Mars et qui voient Barsoom, le Mars de Burroughs, qui enlèvent leur scaphandre et qui respirent. Et le commandant de l'expédition qui est resté à bord du module et qui voit leur cadavre, qui décide de repartir. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est un texte absolument superbe. Je vous engage à faire les bouquinistes pour essayer de le retrouver. Et on voit effectivement, je trouve que ça parle bien, cette nouvelle du rêve de Mars et de tout ce que ça porte d'imaginaire et de fantasme. Et c'est vrai que voilà, moi c'est quelque chose que j'avais envie de réexplorer sous une forme moderne de bande dessinée et d'emmener un public assez large, donc y compris les enfants, dans cet imaginaire-là dont ils sont plus forcément familiers. Fascination pour la Lune, mais le pavillon de Vénus, parmi les chapitres Mercure, Mars, c'est toutes les planètes finalement du système solaire ou presque. En fait, voilà, je te rejoins un petit peu, c'est-à-dire que en fait, on peut aller très loin et c'est formidable, mais en fait, moi, en tout cas, avec cet univers, cet imaginaire spatial du 19e, rien qu'en restant dans le système solaire, oui, c'est poétique, c'est extraordinaire. Et alors, bon, là, je pense que je vais te rejoindre sur Jupiter et explorer les lunes, c'est incroyable. Un autre exemple récent, c'est le roman de Laurent Genefort, Les temps ultramodernes, qui part du principe que la cavorite, l'invention qui permettait à Wells d'envoyer ses premiers hommes dans la Lune, elle existe vraiment dans un univers parallèle aux alentours du début de notre siècle, et puis que ça transforme totalement l'industrie, la civilisation, ça rend possible le voyage interplanétaire, etc. Jusqu'au jour où on s'aperçoit que la cavorite, mais c'est fini comme ressource. Bientôt, on va être à court. Comment on va faire? Et donc, évidemment, les parallèles avec les situations de nos jours et dans notre univers sont flagrants. Et c'est une construction d'univers steampunk avec des personnages bien typés, très très bien. Et c'est des histoires de planètes, puisqu'il y a une partie de l'action qui se déroule sur Mars. On a fait presque le tour des planètes du système solaire pour en revenir à Vénus, ou plutôt par saut, puisque dans le roman de Florian Soulas, on commence par une planète, on prend le vaisseau, on va ailleurs, on arrive sur un amas. Une petite scène pour montrer aussi que le vide
c'est dangereux et ça fait peur. Elle planta ses ongles dans la veste de jaspe. La chute lui arrêtait des larmes alors que l'air glissé sifflait dans ses oreilles. Son cœur lui remontait dans la gorge. Elle devait tomber à une vitesse supérieure à 10 km/h. Puis aussi vite qu'elle avait commencé, l'aspiration faiblit. D'abord imperceptiblement, puis de plus en plus nettement. Kat se retrouva à nouveau flottée dans une salle identique à celle qu'elle avait quittée. Le vide savait combien de mètres plus haut. Sauf que cette fois-ci, elle était fermement agrippée à Jaspe, ses jambes entremêlées aux siennes et se retenait de vomir. La pesanteur se rétablit un peu brusquement. Kat tomba lourdement au sol, entraînant Jaspe avec elle. La mécanicienne desserra son étreinte et la repoussa gentiment. Gênée, Kat s'écarta, un peu honteuse, encore tremblante. Elle pouvait entendre le rire hilar de Pavel dans ses oreilles. Kat sentit le rouge lui monter aux joues. Elle se redressa en vacillant et défit tant bien que mal l'attache du filin qui la liait à Jaspe. Elle dut se retenir plusieurs fois au mur avant de retrouver pleinement son équilibre. Jaspe ne se départait pas de son air serein, ce qui l'agaça profondément. « Ça fait cet effet-là à tout le monde la première fois », lui dit la mécanicienne. Kat grommela quelque chose d'incompréhensible. La porte du sas s'ouvrit. Elle retint un hoquet de terreur en contemplant l'espace noir qui s'étalait sous ses pieds. Elle marchait dans le vide. On a l'impression que vous y avez été, Floriane Solas. J'ai dû en rêver beaucoup. Mais oui, c'est vrai que l'avantage de créer un univers, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Et dans l'AMA, donc, qui est cette congrégation de vaisseaux soudés les uns aux autres, en fait, il y a des endroits où il y a de la gravité, il y a des endroits où il n'y a pas de gravité, il y a des endroits où il y a un peu de gravité, des endroits où il y a beaucoup de gravité. Et du coup, il y a tout ce périple qu'elles font pour en fait, essayer de gagner le cœur de l'AMA. Vraiment les vaisseaux originels, les premiers qui sont arrivés. Et elle traverse toutes ces zones plus ou moins denses. Et en fait, les vaisseaux sont agglomérés un peu n'importe comment. Donc pareil, là, j'avais imaginé, même si je pense que techniquement c'est impossible, mais suspension d'incrédulité, on aurait des vaisseaux avec des cockpits en visière où on verrait l'espace. Et du coup, là, la visière est inversée. Donc elle marche sur le verre où elle voit l'espace, donc où elle ne voit pas grand-chose, du coup. Et c'est vrai que ça crée cette sensation de dimension parce que quand on est dans l'amas, comme tout est fermé, c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'on est dans le vide. Et ça, c'était quelque chose que je me suis dit, ça serait important de le rappeler aussi aux personnages. Qu'au bout d'un moment, c'est pas parce qu'on a l'impression qu'on est en sécurité on oublie qu'on est quand même dans l'espace et dans le vide et qu'on est dans un environnement qui est dangereux et qu'il ne faut pas l'oublier. Parce qu'une dépressurisation peut arriver, parce qu'en fait, ils sont pas sur une planète et en fait, ils sont en survie tout le temps. Et c'était intéressant parce que ça met un enjeu au-dessus des personnages où en fait, quoi qu'ils fassent, le danger est toujours présent quelque part et rôde toujours. Et c'est pas forcément juste les personnages, c'est aussi la cité elle-même qui est un personnage et qui peut être dangereux. Un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez Wadsburg, qui est un roman de Cyril Ferron, qui est super et qui en fait, où le personnage principal est la ville de Wadsburg. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et je voulais que l'AMA compte un peu comme un personnage aussi de l'histoire, avec lequel les personnages vivants doivent prendre en compte ce qui se passe dans l'AMA parce que ça fait partie de leur survie. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire avec l'AMA. Cette idée-là, justement, avant d'aller sur la planète Jupiter, en tout cas tenter d'y aller, on découvrira dans le roman si c'est possible ou pas et si l'héroïne y arrive. Ça se construit aussi par étapes, la conquête de l'espace ou l'avancée dans l'espace. On laisse des points, on met des bases, etc. C'est-à-dire qu'à la fois vous le faites, bien sûr, pensez à cette amas, cet astéroïde artificiel constitué, y compris avec des recycleurs. On commence à comprendre que c'est des gens qui sont en fuite, qui ont des choses à cacher, ou alors qui sont pourchassés. Enfin bon, donc ils se réfugient un peu là, qui font le boulot dangereux que les autres ne veulent pas faire, de la récup et compagnie. Et quand vous imaginez ça, est-ce que votre formation, votre problématique de scientifique, c'est ça aussi qui vous permet d'imaginer cette construction par étapes et par point d'appui dans une direction qui est la planète Jupiter que votre héroïne vise assez rapidement. Est-ce que c'est en vous appuyant sur la façon dont résonne aujourd'hui la conquête spatiale vue par les terriens, sinon par Elon Musk? C'est une question intéressante. Je pense que c'est probable, mais que c'est pas intentionnel, en tout cas que c'est pas conscientisé quand je le fais à ce moment-là. Parce que j'ai vraiment écrit ce roman comme
j'ai envie de faire un space opéra et j'ai envie de mettre tout ce que j'aime dans le space opéra, donc je vais y aller à fond et je vais mettre tout ce que je veux. Je sais que quand je construis l'amas, je me dis il faut que les vaisseaux du centre soient technologiquement moins équipés que les vaisseaux de l'extérieur, parce qu'en fait on agressionne les vaisseaux les uns après les autres au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et dans l'univers de l'amas, on dit que en fait, Jupiter et ses lunes sont les dernières, en fait c'est les seules dont on n'a rien réussi à tirer, et du coup il n'y a pas d'humanité qui s'est installée là. Et comme la planète, c'est comme si la planète refusait d'être conquise, et du coup elle avale et elle recrache les vaisseaux, et au final ça coûte trop cher de les ramener, donc on les laisse là, et en fait on fait de Jupiter une espèce de décharge à espace ouvert où on vient mettre tous les trucs qui servent à rien. Et du coup c'est pour ça qu'au tout début, la première scène, c'est Kat qui réceptionne l'arrivée d'un vaisseau, et où ils se disent que justement sur ce vaisseau-là, qui est très technologique parce qu'il est très récent, en fait par rapport au reste de l'amas, il y a plein de choses à récupérer, donc il faut être les premiers sur place pour pouvoir récupérer le plus de choses possible. Et plus elle s'enfonce dans les entrailles du vaisseau, plus en fait la technologie décroît. Et en fait pour symboliser le passage du temps et le fait que en fait ça fait déjà longtemps que cet amas existe et qui se construit de manière un peu presque organique. Et ça permet de mesurer aussi le temps qui passe et le temps, le nombre d'années que des gens vivent là, à l'écart de tout, avec leur propre société, leurs propres règles. Et après, on pourrait parler de la conquête spatiale pendant très longtemps, parce que c'est quelque chose que je suis beaucoup. Je travaille aussi avec le spatial, je l'ai fait pendant longtemps. Et moi, je suis persuadée qu'on ne fera pas grand-chose. On va s'autodétruire avant, mais c'est une possibilité. Mais c'est vrai que, en fait, on oublie beaucoup que tout ce qui est conquête spatiale, c'est surtout lié à découvrir des choses qui vont être utiles maintenant sur Terre. Et notamment tout ce qui est espace clos, on le voit en fait, tout ce qui est développé dans l'ISS par exemple, dans des conditions extrêmes, et bien en fait c'est un peu l'attitude de qui peut le plus peut le moins. Et si on est capable de faire grandir des plantes, des salades dans des espaces hyper confinés, hyper restreints en oxygène, en nutriments dans l'espace, ça veut dire qu'on peut trouver des solutions pour faire pousser sur Terre, dans un environnement qui aussi s'extrémise, et trouver des moyens de continuer à faire pousser des choses, de continuer à créer des choses et à trouver des solutions, même si la solution serait quand même d'arrêter de faire n'importe quoi. Et du coup, ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant à exploiter et qui n'est pas trop fait en SF, parce que je pense que je ne sais pas si on a toujours l'espoir d'une planète B, mais on a toujours ce besoin d'aller voir plus loin, de nous dépasser, de chercher, donc on est toujours vraiment attiré par les étoiles. Mais voilà, je m'éparpille un peu, mais parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la conquête spatiale. Mais en fait, là, aujourd'hui, on est quand même capable, tu parlais d'Elon Musk, de récupérer les conteneurs de carburant des fusées. Ça, c'est quelque chose qui, il y a 30 ans, c'était impensable. Et en fait, maintenant, on est capable de le faire. Donc en fait, on est capable de faire des choses bien. Et je pense qu'il faut penser que l'exploration spatiale, ça, c'est des technologies qui vont nous servir plus tard dans notre quotidien pour améliorer les choses et essayer de réduire un peu la catastrophe qui s'annonce. Et c'est comme ça qu'il faut voir la conquête spatiale. Il y a 2 ans, aux Utopiales, il y avait une chercheuse qui parlait de ça, et elle en parlait très bien, elle disait ça, toutes les recherches qui sont faites dans l'ISS n'ont pas vocation seulement, ou presque pas du tout, à pousser la recherche spatiale ou le fait d'aller envoyer des gens dans l'espace. C'est fait pour trouver des solutions sur Terre maintenant. Et ça, c'est quelque chose que le grand public, je pense, ne voit pas, ou qu'on ne pousse pas vers le grand public, alors qu'en fait, c'est hyper important parce qu'on a besoin de solutions maintenant. Le problème, c'est que si on leur dit la vérité, c'est peut-être un peu compliqué. C'est peut-être leur dire que la catastrophe vient, mais rassurez-vous, on va pouvoir vivre sur Terre, faire des cultures, etc. Donc, c'est pas un message non plus très encourageant, peut-être. Ouais, je pense que la catastrophe est déjà là, mais... Oui, je pense qu'on le voit. Alex Alice, en attendant la catastrophe, c'est peut-être pour ça que vous vous réfugiez dans ces mondes merveilleux verniens, parce que quelque part... surtout les étoiles, c'est très vernien, tout en étant extrêmement original, c'est cette inspiration-là. Enfin, je ne pense pas me tromper, ça me paraît une évidence. Oui, effectivement, c'est tout à fait à la source de mon envie de faire ce récit, et j'essaye de mettre... je vis avec une espèce de drôle de contrainte, en fait. J'essaie de faire un récit... En fait, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, ok, c'est bien, mais personne ne va pouvoir aller y croire, parce que c'est complètement... c'est des idées, certes poétiques, et c'est joli, mais c'est pas du tout crédible. Et en fait, je me suis dit, ce sera crédible si moi j'y crois quand j'écris. Et pour ça, mes contraintes et mes conditions, c'est de faire quelque chose qui aurait pu être crédible à l'époque où ça se passe,
Donc je commence dans la réalité historique de 1869 et je construis à partir de là un récit où je me dis bon, quelqu'un de cette époque-là aurait pu rêver ça et les gens de cette époque auraient pu y croire. C'est comment dirais-je, c'est ma contrainte personnelle. Après simplement ça me permet moi de croire vraiment au récit quand je suis dedans. Je me suis aperçu que c'était beaucoup plus facile pour moi de croire que de m'imaginer sur Vénus entouré de brume et de dinosaures que de m'imaginer sur Vénus, ce qui voudrait dire être immédiatement écrasé, brûlé, étant donné la teneur de l'atmosphère. Donc c'était un petit peu ma contrainte. Après, effectivement, il y a un côté... en fait, j'ai l'impression de faire je fais, dans ce que j'ai fait, je tourne beaucoup autour d'un certain nombre de mythes, et avec cette histoire, j'ai l'impression de traiter le mythe de la conquête de l'espace, avec lequel j'ai grandi, à travers Jules Verne et puis le programme spatial qu'il y avait dans les années 70-80, la navette, etc. Oui, je reviens sur... En fait, c'est le conquête de l'espace, ça fait un moment qu'on l'a en tête. À un moment, c'était dans l'avenir. Aujourd'hui, on peut se retourner sur la mythologie de la conquête spatiale, parce qu'on sait aujourd'hui, voilà, il y a des choses, on se retourne vers les magazines des années 50 ou même la SF des années 50, on se dit, bon, bah ok, on y a cru, comme on a cru à un certain nombre de mythes tout au long de l'histoire de l'humanité, et puis en fait, c'est pas exactement ça ce qui se passe, et là, on est en train de voir, effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont probablement pas se passer tel qu'on l'imaginait. Donc, mais on y a cru, c'était important, et c'était porteur d'un certain nombre de valeurs, d'espoir, d'émotions pour l'humanité, et donc je pense enfin, moi, c'est ma démarche de me retourner vers tout cet imaginaire, de le traiter comme un mythe et de l'exploiter comme avant j'ai raconté l'histoire de Siegfried, le tueur de dragons mythique. Là je raconte le mythe de la conquête spatiale avec un imaginaire qui est oui, entre Jules Verne et la SF optimiste d'après-guerre. Moi je pose des questions, mais du coup t'es pas pollué par le fait de ce que tu connais maintenant, de la technologie et de ce qu'on arrive à faire. T'arrives à vraiment te dire je garde vraiment que ce que je savais de l'époque, sans te dire ah mais aujourd'hui je sais que par exemple telle technologie c'est pas vrai ou que tel mythe c'est pas vrai, et de pas mettre des petits trucs. Oui, je crois que j'arrive vraiment à faire la distinction, parce que quand je fais Siegfried, je sais que Odin et Thor et la mythologie nord, enfin moi j'y crois pas. Mais après, voilà, je crois pas, mais je veux dire, comme tu dis, la conquête de l'espace, tu l'as vécu toi en tant qu'ado, donc ça devait être un truc incroyable, et t'es pas tenté de dire ah bah attends, moi maintenant je sais ça, je vais pas mettre des petits indices ou des petits trucs dedans parce que je sais que c'est pas vrai ce qu'ils pensaient, ou que en fait ça s'est révélé vrai. En fait, c'est vrai que quand je suis dedans, j'arrive vraiment à me projeter, je crois, dans l'état d'esprit de l'époque. Alors je fais faire des maquettes des scaphandres quand j'ai dans mon atelier. J'ai tous les bouquins de référence, les vieilles reliures, et je suis dans cet état d'esprit-là, et je pense que du coup, j'essaye de conserver ce truc. Et je me rends bien compte, effectivement, qu'il y a un petit côté refuge par rapport à une réalité de la chose qui est compliqué, mais par contre l'exaltation, en fait une des idées aussi, c'était de retrouver l'exaltation que moi j'ai eue enfant à découvrir tout ça, et c'est des choses auxquelles on s'habitue, on s'est tous habitués à la conquête spatiale, alors que c'est un truc fou. Alors moi, je veux dire, comment ne vous êtes pas genre émerveillés tous les jours de voir un avion qui vole? Oui, mais oui. En fait, c'est incroyable. C'est-à-dire, tous les jours, les avions défient la gravité. C'est même pas possible. Ça ne devrait pas voler un avion. Oui. Et en fait, ça le fait. Et c'est incroyable. Moi, je trouve ça, c'est ce qu'on appelle les miracles quotidiens. Ouais. Et vraiment, les avions, c'est un truc de fou. Mais on est tellement habitués qu'on se rend plus compte que ça devrait pas exister. C'est incroyable. Ça fait 10 ans, pour l'anecdote, ça fait 10 ans que j'habite dans un appartement au premier étage avec balcon à Blagnac. Et je vois décoller des avions. Quand c'est un Airbus Beluga... Oh, merci, c'est mes préférés. J'adore les Belugas. Ils sont trop beaux, ils sont incroyables. Et une fois, j'étais allé faire des courses pas loin de chez moi, où je me suis retrouvé à moins d'1 kilomètre de l'avion qui décollait. Et je veux dire, ça prend de la place. Hein. En plus, le Beluga, il a vraiment une tête de Beluga, comme le poisson, et c'est un avion qui s'ouvre par la tête pour faire rentrer des tronçons d'avion à l'intérieur de son corps. Mais c'est génie, c'est incroyable. Et en plus, oui, ils leur ont fait les yeux et le sourire, ils sont trop mignons. Et ça, c'est incroyable, c'est vraiment un avion qui s'ouvre pour faire rentrer des morceaux d'avion et les transporter sur les sites d'assemblage et tout. Et c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et moi, je suis émerveillée tous les jours. Et pourtant, je travaille dans l'aéronautique depuis 10 ans maintenant. Tous les jours, je me dis, mais les avions, c'est incroyable. Et je me dis, c'est fou que pour les gens, ce soit normal. Ah oui, c'est devenu un spectacle. Moi, je m'en reste pas. Hein. C'est parce que vous voyez pas... Les fusées, c'est encore plus fou. Ah, il faut aller à Kourou, là. Parce que vous voyez... Parce que maintenant, on a l'habitude, on a l'impression qu'il y a des lancements SpaceX tous les 3 mois, là. C'est que ça devient presque normal, en fait. Mais moi, je me rappelle quand ils ont lancé le dernier... Thomas Pesquet est parti à l'ISS et qu'on pouvait suivre en direct les missions
en temps réel. Mais c'est incroyable. Enfin, j'étais en train de me dire, c'est pas possible, c'est pas vraiment un mec dans l'espace que je suis en train de regarder. C'est un film, c'est pas possible. On sait que c'est un film. On sait que c'est un film, mais c'est un très beau film, très bien fait, qui me fait croire qu'il y a vraiment un mec dans l'espace, en train de tourner des trucs. Enfin, c'est incroyable qu'on ait accès à ça, et on s'en rend même plus compte. Le célèbre film de Kubrick, là où on essaie de nous faire croire qu'il débarque sur la Lune. Bon, je dis ça, j'ai vu ça en direct. Vraiment, c'est le plus mauvais film de Kubrick, parce que franchement, il aurait eu honte de faire un tel travail, même pour un film de propagande américaine. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi cette fiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, y compris, j'ai un très bon copain, qui, à part ça, quelqu'un de plutôt raisonnable, et qui est réellement convaincu qu'il n'y a jamais eu d'expédition sur la Lune, que c'est Kubrick qui a tourné le film. Et je lui ai dit, il n'y a qu'un argument qui peut te convaincre. Regarde des films de Kubrick, tu verras que jamais il aurait fait un aussi mauvais film, il en aurait eu honte jusqu'à la fin de ses jours. Donc non, ils auraient dû trouver autre chose pour que ça soit crédible, mais la preuve que c'est complotiste, non, Kubrick n'aurait jamais toléré un tel film. Voilà. Plus sérieusement, les planètes que vous préférez, qui vont vous plus rêver, à la fois les vraies, ça on sait, on a déjà la réponse, mais Alex, Alice, quelle est la planète du système solaire qui vous fascine le plus ? Et pourquoi ? Et quelle est la planète de fiction, si vous en connaissez, qui vous fascine le plus ? Oh, c'est dur. Alors en réalité, je ne vais pas être très original, je suis désolé, mais c'est vrai que Jupiter, c'est extraordinaire. Et surtout à dessiner, c'est formidable parce qu'on a vraiment les couleurs et puis on voit la profondeur extraordinaire. Et en plus, on se dit, mais l'échelle, quand on regarde les nuages, on a en tête les échelles terrestres, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est encore beaucoup plus gros. Donc c'est vrai que, et puis c'est en relief. Enfin, ouais. Donc donc c'est Jupiter. Et à dessiner, c'est vraiment un bonheur. Et après, en fiction. C'est vrai que ça va facilement être la vieille planète Mars de Stanley Weinbaum ou de Edgar Rice Burroughs. Complètement poétique. Ouais. C'est vieillot, mais ça reste lisible parce que c'est beau. Vraiment. À l'époque, c'était de l'avant-garde. Hein. Absolument. Absolument. C'est quelqu'un qui est mort à 37 ans, je crois, c'était une grande perte immense. Quand on voit ce qu'il aurait pu faire dans sa maturité. Stanley Weinbaum, un magnifique novelliste, on trouve. Stanley Weinbaum. Weinbaum. Vous trouvez dans les vieilles anthologies de Sadoul ou dans d'autres. Comme il est tombé dans le domaine public depuis des années, il y a plein d'éditions en France, dont je ne garantis pas la qualité de la traduction. Hein. J'ai pas regardé. C'est peut-être très bien, mais méfiance. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans une anthologie qui était en neuf il n'y a pas longtemps. Donc ça se trouve. Mais ça reste des très beaux textes. Une seule adresse, le site Noosphère avec SF. Là, vous avez toutes les références. En fait, je crois que je l'ai acheté ici. Je crois qu'il y a un recueil de nouvelles de Stanley Weinbaum. C'est pas impossible. Je sais pas, sur l'arbre vengeur ou. C'est bien possible. Ouais, l'arbre vengeur. C'est le genre de très bon travail. Donc ça, oui, c'est bonne adresse. Floriane, Jupiter, mais à part ça. Mais en fait, je sais pas. Je pourrais pas choisir. En plus, moi, mon premier contact, c'est marrant, on en parlait au tout début, mais mon premier contact avec la SF, c'était Valérian et Laureline. Donc en fait, il y a tellement de planètes dans les BD que... 10 000. Ouais, 10 000. Et je pourrais pas dire, mais... non, je pourrais pas dire. J'aime pas trop Dune. La planète de Dune, c'est pas une planète sympa, je trouve. Mais non, ouais, j'attends... Moi, ce que j'aime dans la SF, dans le space-up, c'est qu'en fait, il y a vraiment cette... Pierre Bordage, je le dis très bien, et je suis assez d'accord avec lui, il dit vraiment c'est le dernier bastion de la liberté et de l'imaginaire en science-fiction. C'est le space opéra parce que tout est possible. On peut tout imaginer. Et j'aime qu'on me surprenne. Et moi, je pense souvent à la planète de Tozero à la fin où ils arrivent, avec ses fleurs rouges et ses herbes bleues. Et je me dis, j'aimerais bien voir quelque chose comme ça. Je m'excuse, je vais émettre une protestation. Dans la BD de Mézières et Christin, il n'y a que 1000 planètes, ce qui fait déjà beaucoup. Et je m'interroge, je ne sais pas s'ils ont étudié la question sur la stabilité de ce système. Il doit y avoir des antigraves quelque part, parce que 1000 planètes dans un périmètre aussi faible. Bon, cela dit, Al Clement, dont j'ai parlé tout à l'heure, avait imaginé de façon très rigoureuse pour l'époque un système solaire avec des contraintes telles qu'on pouvait passer d'une planète à l'autre presque d'un saut de puce. Bon, peut-être qu'il fallait se protéger du vide, mais il suffisait de prendre l'avion, quoi. Et il disait, c'est pour les amateurs de space opéra, s'ils veulent un background réaliste, voilà. Ça n'intéressait personne.
Alors sinon, pour répondre à ta question, moi, ma planète préférée parmi celles qui existent, c'est la prochaine qu'on découvrira, c'est-à-dire la fameuse 9e, parce que bon, est-ce qu'elle existe vraiment? Où est-elle? Parce que le cosmos, c'est grand, puis il faut regarder dans tous les angles. Et la planète que je préfère, alors là, ça c'est une colle. Je veux dire celle de ma prochaine traduction en SF. Voilà. Eh bien, ça sera sur cette colle, cette interrogation et cette réponse en forme de boutade de Jean-Daniel Brech qu'on terminera notre table ronde. Je vous remercie tous les trois. Jean-Daniel Brech, regardez le nom du traducteur. Quand vous voyez un ouvrage traduit par Jean-Daniel, vous savez que c'est une traduction de grande qualité. J'en profite pour rendre hommage aux traducteurs et aux traductrices qui font un boulot pour permettre à ceux qui ne maîtrisent pas nécessairement les langues étrangères pour lire des romans au fil de la plume, de pouvoir découvrir ces œuvres-là, d'autres cultures. Alex Alice, Le Château Des étoiles. des Étoiles, rue de Sèvres Édition. Vous le trouvez, il vous le dédicacera avec, j'en suis sûr, grand plaisir. Et de même pour Florian Soulas, qui, sur son stand, vous retrouvera aussi avec Les Oubliés de Lama, que vous pourrez découvrir soit dans l'édition initiale de Scrinéo, ou alors, c'est moins cher, c'est chouette aussi, c'est le même texte, aux éditions Pocket. Merci à tous les trois. Je voudrais dire un petit truc Jean-Daniel. avant de finir, parce que bon, j'avais très bien préparé cette table ronde. prépare J'avais toujours pris, trop. 3 ou 4 pages de notes sur lesquelles j'ai absolument pas pu rien dire, parce que ça allait trop vite, c'est trop passionnant. Mais il y a un détail qu'on a évoqué à peine à propos des travaux d'Alex Alice, c'est les uchronies. Et je vais vous partager avec vous 2 exemples d'uchronies que vous ne lirez jamais. Parce que, bon, le premier, c'était un projet qui n'a pas été concrétisé. Le deuxième, c'est une trilogie qui n'a pas été traduite en français. Et ça élargit considérablement le sens de ce qu'on appelle l'uchronie. Le premier, c'était lors d'une interview publiée en 1967, donc de Francis Carsac, alias François Borde, un des grands écrivains de SF français, dont le roman Ce monde des nôtres se place sur une autre planète peuplée par plusieurs espèces avec des problèmes éthiques et moraux à régler. Et donc, l'intervieweur lui parlait de ses projets. Il disait, j'ai un projet d'uchronie. Peut-être la civilisation aurait-elle pu se développer à partir des chasseurs et non d'agriculteurs. Aussi, dans la terre de mon roman, qui devait s'appeler Une autre terre, ce sont des tribus de chasseurs que part la civilisation. Ça embêtera ceux de mes collègues qui disent qu'il était nécessaire que la civilisation naisse de l'agriculture. À mon avis, ce fut un accident. Alors ça, comme défi, je veux dire, imaginez une uchronie avec le point de divergence, il y a je ne sais pas combien de dizaines de millénaires, et qu'est-ce que peut donner une terre où l'agriculture n'existe pas? Moi, je veux dire ça, il faut avoir des scientifiques qui vous donnent un sacré coup de main. C'est libre de droit maintenant, l'idée. Et l'autre exemple, c'est une trilogie de Harry Harrison qui restait inédite en français. Le point de divergence se situe à 60 millions dans le passé. Le fameux astéroïde, il est passé à côté de la Terre. Du coup, les dinosaures ont continué à évoluer. Ça a donné une espèce de bipède reptilien, sans rapport avec les reptiliens, qui a fini par acquérir l'intelligence, à construire une civilisation, etc., et à se répandre sur la Terre. La Terre, toute la Terre, non. Seul un continent résistait à l'envahisseur, et uniquement pour des raisons de climat. C'était un climat qui n'était pas propice à ces reptiliens, et c'était l'Amérique du Nord, où il y a une espèce de mammifère, de singe, qui s'est mis à évoluer dans son coin, ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre de millions d'années, le clash. Les hommes contre les dinosaures. Alors là aussi, c'est pareil. Je pense que Harrison s'était entouré de scientifiques pour asseoir son récit. Je ne l'ai malheureusement pas lu. Il est difficile à trouver aujourd'hui. Mais c'est quand même des projets d'envergure, quoi. Et comme quoi, vous voyez, en science-fiction, l'imagination n'a vraiment pas de limite. Même la Terre peut être une planète à découvrir. Merci Jean-Daniel de cet éclairage.